Chers amis de Slow Food, je voudrais profiter de ce Terra Madre 2020-2021 pour réfléchir avec vous sur cette pratique d'une alimentation slow, certes, qui ne soit pas fast, et qui est celle du breakfast. En effet, ce repas qui s'est mondialisé mérite d'être travaillé pour savoir finalement qu'est-ce que nous en faisons chaque matin. Étant géographe, j'ai pu travailler sur deux pays européens voisins, l'Italie au sud et l'Allemagne au nord, qui, vis-à-vis de ce repas, ont des approches complètement différentes. En Italie, la majorité de la population ne prend pas de petit déjeuner, très grande majorité ne prend pas de petit déjeuner, se contente d'un ristretto, un petit café qui n'est même pas un liquide, qui est juste quelque chose que l'on met dans sa bouche. Alors qu'en Allemagne, on mange énormément, on fait un vrai repas avec des produits charcutiers, beaucoup, des produits animaux, du lait, des céréales, évidemment, et puis des quantités de lait, jus d'orange, des liquides qui se sont imposés au fur et à mesure des années dans le XXe siècle. Et en essayant de comprendre finalement pourquoi ces deux pays ont adopté des pratiques si différentes, j'ai dû évidemment rechercher comment se construisait au fond l'alimentation dans ces pays, en essayant de ne pas isoler le petit déjeuner du reste des repas de la journée et de la veille. Et là, effectivement, je me suis aperçu que les traditions très anciennes en Italie de ce repas du soir, qu'on appelle la cena, la scène en quelque sorte, qui est un repas offert par les mamans, cuisinent des pâtes qu'elles font elles-mêmes et qu'elles donnent à leurs invités. En Allemagne, en revanche, les populations mangent tôt, beaucoup de charcuterie, sur des pains qu'on appelle des tranchoirs, des toasts, mangent des produits assez gras, des céréales et du lait, évidemment, en abondance. Je me suis donc interrogé sur l'origine de cette pratique, en cherchant en Angleterre, aux États-Unis, au fond, toutes les origines de cette alimentation industrielle. Et là, j'ai pu faire un diagnostic qui est, au fond, que dans une société donnée, nous avons des pressions sociales et familiales qui nous poussent à pratiquer des repas là où nous n'en avons pas forcément besoin. Désormais, la question, c'est de savoir si le petit déjeuner a une histoire. Parce que dans le texte du passé, on a nommé repas quelque chose qui n'a rien à voir au fond avec le petit déjeuner dont nous parlons. En effet, je prends la Grèce, Rome, l'Égypte même, on s'aperçoit que les populations ne mangeaient pas tellement à leur lever, prenaient des repas en milieu de matinée, rompaient le jeûne, le déjeuner, en général 3 à 4 heures après le lever, en gros en milieu de matinée. Et il y avait ensuite un deuxième repas qui était le dîner à la 10e heure. Donc si vous étiez levé à 6 heures du matin l'été par exemple, ça pouvait être 16 heures. Si vous étiez levé à 7 heures, ça pouvait être 17 heures. Donc en gros, le deuxième repas avait lieu à la maison en général, en fin de journée, avant l'arrivée de la nuit. Ce modèle a existé jusqu'au XVIIIe siècle en Europe. Et il existe encore dans les villages de la forêt amazonienne où j'ai pu voir que les populations qui n'étaient pas soumises à des rythmes de travail contraignants, en fait, et avec à leur disposition un certain nombre de fruits dans la forêt, ne mangeaient que rarement avant 9 à 10 heures du matin. Ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, c'est d'une part l'arrivée de boissons tropicales en Europe qui ont permis aux femmes d'échapper à des boissons qu'elles ne prisaient pas beaucoup, en particulier le vin, puisqu'on consommait beaucoup de vin au petit déjeuner. On trempait du pain rassis par exemple dans du vin ou dans de la soupe. Donc les trois boissons que sont le thé, le café et le chocolat ont permis en général dans
l'aristocratie et dans les couches aisées, de prendre des boissons qui allaient permettre de se nourrir un peu autrement. Et en particulier donc ce qu'on a développé au XIXe siècle avec l'abondance de sucre, la confiture. Cette histoire, une histoire très différente selon les régions du monde, s'est cassée avec l'arrivée de l'industrie qui a imposé des rythmes sociaux très contraignants, avec en particulier donc la division du temps en temps de travail, temps de loisirs et temps de sommeil, qui correspond à cette division ternaire des abbayes, où les moines encore aujourd'hui pratiquent une forme de 3-8 en travaillant, en priant et en dormant. Cet âge industriel a poussé dans l'organisation urbaine les populations à manger le matin avant donc la longue séquence de travail qui avait lieu d'abord dans les manufactures, ensuite dans les usines, et au fur et à mesure que l'école et l'université se sont répandues, eh bien, les longues séquences scolaires du matin, qui étaient à peine interrompues par une récréation, mais qui ne permettaient pas un repas. Au moment où démarre cette révolution industrielle, la médecine, qui va évoluer très vite avec la naissance de la chimie, va offrir une nouvelle vision du corps, qui est perçue dès lors comme une machine, exactement comme Watt l'avait imaginé avec sa machine à vapeur. Une machine qui va être nourrie exactement comme la machine à vapeur l'était par le charbon, par ce qu'on appellera plus tard des calories. Et cette vision du corps qui va échapper à l'ancienne vision du corps qui tenait des humeurs, cette vision hippocratique et galénique, elle va construire l'image d'un corps qui a besoin d'énergie et qu'il faut nourrir abondamment le matin, dès le lever et avant le travail. Et c'est ce rythme-là qui s'est imposé progressivement depuis le XIXe siècle et qui a été à peine perturbé à New York il y a une trentaine d'années, lorsque les fêtards du samedi soir se levant tard le dimanche ne prenaient pas de petit déjeuner, mais justement ce fameux breakfast fusionné avec le lunch qu'on a appelé le brunch. En dehors de cette pratique assez originale, s'est imposée l'idée depuis 2 siècles que le petit déjeuner était au fond la grande conquête de la révolution industrielle qui avait enfin permis aux humains de faire 3 repas par jour, alors qu'ils n'en avaient fait que 2 jusque-là. La justification de ce repas du matin qui semble pas très utile, comme le montrent certains nutritionnistes comme le professeur Stratman, c'est que nos organismes humains sécrètent 2 hormones le matin, une hormone du réveil qu'on appelle le cortisol, et le soir une hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine. Le matin, lorsque nous levons, notre corps sécrète du cortisol, qui est justement cette hormone qui va nous permettre progressivement de nous réveiller et d'aller chercher le sucre, l'énergie dont elle a besoin dans les tissus du corps et dans toutes les réserves qui ont été faites la veille. Certains métabolismes sont différents, certains besoins sont différents, notamment ceux qui travaillent de force, qui ont, après leur lever, et souvent un peu plus tard, besoin de manger. Je pense par exemple aux ouvriers lyonnais qui allaient au Machon le matin pour faire un repas assez pantagruélique à l'époque, parce que c'était un repas pour des gens qui travaillaient de force, témoigne de cette confusion finalement qui s'est faite entre le repas du matin qui était généralisé dans les campagnes, dans les monastères, dans les régions où on n'est pas soumis à des horaires contraints, et le breakfast qui est ce repas obligatoire avant d'aller au travail.
Nous sommes pris de fait dans une contradiction entre, d'une part, pour un certain nombre d'entre nous, ce qu'on voudrait nous faire avaler, et d'autre part, ce moment que nous aimerions passer ensemble, en famille, avec des amis, au cours desquels on va parler de la nuit, raconter ses rêves, comprendre finalement pourquoi je suis en forme ou pas ce matin. Et cette contradiction, en fait, elle est résolue par l'industrie qui a souhaité nous offrir un certain nombre de facilités avec des produits industriels qui ne nécessitent pas que l'on perde du temps ou que l'on passe un moment à choisir ces aliments. Tout est prêt, tout est disponible en quelques minutes, en quelques instants. Alors même que tous ces produits sont des produits industriels qui sont arrivés dans le petit déjeuner, mais je dirais un peu par hasard, ou simplement par le fait qu'on a fleuré là quelque chose qui, sur le plan du marketing, allait arranger les grandes firmes agroalimentaires. En effet, le matin, et parfois en dehors de ce moment contraint dans la semaine au cours duquel on est pressé, est un moment souvent agréable, notamment pendant les vacances. Notre réflexion peut se conclure en essayant de bien interpréter ce qu'on appelle les petits déjeuners tels qu'ils se passent dans le reste du monde. Au fond, nous sommes devant une très grande diversité de pratiques le matin, et que bien sûr c'est culturel, mais qu'il y a toujours la possibilité pour chaque être humain de décider ce qu'il peut manger ou ce qu'il veut manger chaque matin. On pourra faire toutes les géographies que nous voudrons, on pourra faire tous les éloges que nous souhaiterons du petit déjeuner. Il faut qu'il reste quelque chose qui soit une décision personnelle.